C'est parti, 16h47, aujourd'hui 5 novembre, journée importante puisque grâce au mouvement Les Glorieuses, nous savons qu'à partir de ce moment-là, de cette date et de cet horaire, les femmes vont travailler gratuitement. Ce n'est pas la première année que cet événement a lieu et c'est un événement que je veux saluer. Place aux femmes, hein. Place aux femmes. Inspirez, expirez. Parce que l'enjeu, c'est quand même de canaliser la colère, hein, la tourner vers la proposition et l'espoir. C'est parti, 16h47, aujourd'hui 5 novembre, journée importante puisque grâce au mouvement Les Glorieuses, nous savons qu'à partir de ce moment-là, de cette date et de cet horaire, les femmes vont travailler gratuitement. Ce n'est pas la première année que cet événement a lieu et c'est un événement que je veux saluer parce que c'est une façon d'interpeller sur les inégalités de revenus, de salaire et de revenus entre les hommes et les femmes qui sont terriblement persistantes au point d'ailleurs que si on continue sur le cheminement actuel, nous aurons réussi à combler cet écart salarial entre les hommes et les femmes en 2189. Donc si on peut faire mieux, c'est bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je vous donne quelques éléments pour qu'on ait bien tous en tête et toutes la réalité contemporaine en France. Aujourd'hui, même quand vous avez des caractéristiques comparables d'emploi ou de formation, 8% d'écart de salaire persiste. Mais alors après, quand on ne prend pas en compte ces caractéristiques, là, on tombe vraiment dans des sphères infernales, puisque à équivalent temps plein, l'écart de salaire est de 17%. Et quand on ajoute les temps partiels et le chômage, là, on a un écart qui est de 24%, ce qui est tout à fait considérable et qui nous oblige à penser comment faire pour agir et permettre de combler cet écart. Deux axes pour résorber cette inégalité structurelle. Le premier, ce sont des mesures spécifiques parce qu'il faut toucher au cœur de ce qui, au fond, crée cette situation inégalitaire. C'est l'histoire où on a dévolu la sphère publique aux hommes et la sphère privée aux femmes et qui fait que les femmes, encore aujourd'hui, réalisent l'essentiel des tâches domestiques et parentales. Et ce temps-là est très important puisqu'on sait qu'il représente sur une semaine, par exemple, quand on a 2 enfants, à peu près 39 heures de travail, ce qui est considérable. Alors, si les hommes et les femmes ne partagent pas ces tâches, évidemment que cela se répercute sur la possibilité de travailler et d'être aussi performant dans l'entreprise. Première mesure, je pense, c'est déjà de créer des structures publiques d'accueil pour les enfants de moins de 3 ans, parce qu'on sait qu'il y a là aussi un moment qui est un moment de plafond de verre. Il faut le briser. Pour le briser, il faudrait que tous les enfants de 0 à 3 ans puissent être accueillis dans une crèche, qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Seuls 18% des enfants de moins de 3 ans y sont accueillis, quand, par exemple, on sait qu'au Danemark, on est déjà au stade de 72%. Et c'est vraiment un levier d'égalité. De la même manière, je pense que le congé de paternité, qui est de 11 jours pour les hommes, c'est-à-dire très faible, et crée là, à ce moment-là, un moment important dans la vie professionnelle, évidemment un écart substantiel, je pense qu'il faudrait porter peut-être jusqu'à l'égalité le temps qui est le temps de repos pour les hommes et pour les femmes au moment où un enfant apparaît dans la vie d'un couple et d'une famille. Je pense que ça, c'est assez décisif également et c'est une façon aussi d'impliquer dès le départ les hommes dans les tâches qui sont générées par l'arrivée de l'enfant. Il faut évidemment qu'il y ait des mesures obligatoires dans l'entreprise pour atteindre l'objectif d'égalité et, comme on dit maintenant, de parité. On a vu dans le monde politique que ce n'était pas suffisant pour parvenir à l'égalité réelle, mais qu'en tout cas, la loi sur la parité a permis véritablement de favoriser la place des femmes et d'avancer de façon plus forte vers l'égalité. Et je pense que dans l'entreprise, nous avons eu beaucoup de lois sur l'égalité professionnelle, mais elles sont rarement contraignantes. Ce sont des plans d'égalité à faire, des incitations, mais il n'y a rien de réellement contraignant et je crois qu'il faut avancer là-dessus. En dehors de ces mesures plus spécifiques, il est évident que l'ensemble des dispositifs d'accompagnement et de lutte contre le chômage, les temps partiels, sont décisifs si on veut permettre aux femmes d'avoir des revenus à égalité des hommes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont les premières à être touchées
par cette paupérisation du salariat, le temps partiel en particulier, temps partiel pour les femmes qui signifie aussi chômage partiel et retraite partielle, les touche tout particulièrement puisque plus de 80% des temps partiels sont aujourd'hui occupés par des femmes. Donc c'est évident que cela joue évidemment sur ces écarts de salaire. Or, le gouvernement vient de mettre en œuvre des mesures qui sont des mesures qui vont les pénaliser au premier chef parce que les femmes sont davantage chômeuses que les hommes et qu'elles cumulent davantage chômage et emploi partiel. Or, depuis le 1er novembre, c'est-à-dire depuis quelques jours, vous savez que le gouvernement a décidé, même pas à la suite d'un débat parlementaire, mais de façon tout à fait autoritaire, d'imposer une contre-réforme sur le chômage qui va avoir des conséquences tout à fait dramatiques. Avoir travaillé 6 mois dans les 24 derniers mois, ça c'était la règle pour toucher des indemnités. Aujourd'hui, il faudra avoir travaillé 4 mois sur les 28 derniers mois. Vous m'avez bien entendu, c'est-à-dire que la possibilité d'accéder au droit au chômage va être durcie et la dégressivité des allocations va être aussi à l'œuvre et ce sont 1,3 million de chômeurs et donc majoritairement, très majoritairement des chômeuses qui vont voir leur indemnité baisser. Et parmi eux, les 7% les plus, ceux qui ont déjà un chômage très bas vont voir carrément leur indemnité baisser de moitié. Et donc, tout ce mécanisme, on pouvait faire un cumul entre chômage et emploi qui permettait de ne pas sombrer dans la précarité totale et la paupérisation, et bien là, on voit bien que les mécanismes vont être rendus beaucoup plus difficiles, ce qui est particulièrement injuste puisque la France, et ce n'est pas un problème simplement français, c'est un problème au moins occidental, voire mondial, n'est pas capable aujourd'hui d'offrir des emplois à tout le monde. Il n'y a pas des millions d'emplois vacants qu'un troupeau de fainéants ne serait pas capable d'assumer. C'est plutôt l'inverse. C'est comme on n'est pas capable de partager le temps de travail, comme on n'est pas capable de partager les richesses, eh bien on se retrouve avec un chômage de masse structurel qui crée une pression sur les salaires pour ceux qui sont dans l'emploi et qui crée beaucoup de désorganisation dans la société alors qu'on pourrait tout simplement partager et les richesses et le travail et aboutir à des solutions qui sont des solutions justes et qui favoriserait aussi l'insertion, je dirais, les conditions de vie tout simplement des femmes. Or, aujourd'hui, le gouvernement a fait le choix, sur le dos des chômeurs, d'économiser 3,4 milliards d'euros. C'est quand même l'objectif de cette contre-réforme absolument inique. Et je voudrais attirer votre attention aussi sur le fait que 3,4 milliards là, si on le compare aux 3 milliards qui ont été donnés par le biais de la réforme de l'ISF, on se rend compte une nouvelle fois du choix du gouvernement avec sa fameuse théorie du ruissellement qui ne ruisselle évidemment jamais. Et par contre, là où ça va ruisseler, si j'ose dire, c'est encore sur les retraites parce que, j'insiste sur ce point, quand on n'a pas une carrière complète, ce qui est le cas en particulier pour les femmes, on se retrouve avec des retraites qui sont des retraites au rabais. Or, les femmes touchent dans leur retraite 39% de moins que les hommes, c'est considérable et vous savez qu'en ligne de mire, nous avons également la réforme des retraites qui est là aussi une contre-réforme voulue par le gouvernement et qui sera débattue après les municipales et pour cause, le gouvernement sait bien que sur ce terrain, des mobilisations peuvent être très très fortes et permettre un recul du gouvernement. Alors lui veut y aller en force, se fiche littéralement de tout ce qu'on pourrait dire. D'ailleurs, le président de la République a lui-même dit qu'il irait jusqu'au bout, comme à chaque fois. Et je crois que nous avons la responsabilité de faire entendre notre voix. Et je vous donne rendez-vous le 5 décembre pour une énorme manifestation qui est appelée par les syndicats. Mais j'ai entendu ce matin qu'elle allait aussi être rejointe par les Gilets jaunes. Et je pense que le mouvement des femmes aurait tout intérêt à y prendre pleinement sa place parce que ce qui se joue, c'est vraiment cet enjeu de lutte contre la précarité et de partage des richesses. Et j'y ajouterais, et il faut le mettre à l'ordre du jour, cet enjeu de partage des temps de la vie et donc du temps de travail. Puisque je parle des femmes, je veux absolument dire à quel point j'ai été bouleversée par le témoignage d'Adèle Haenel dans une enquête remarquable réalisée par Mediapart. Et Adèle Haenel, qui est une grande comédienne, a décidé de livrer les violences sexuelles qu'elle a subies de la part du réalisateur du premier film qu'elle a tourné. Elle était alors toute jeune, ça a commencé, elle avait 11 ans, et donc c'est son adolescence dont elle parle, et au suite de cette entrée dans la vie de jeunes femmes bousculées
complètement traumatisées évidemment par ces difficultés à surmonter ces violences. Ces violences, la façon dont elles en parleront à beaucoup de femmes qui ont subi ces actes, puisqu'elles parlent de problèmes de souvenirs, à se souvenir précisément ce qui s'est passé. Elles parlent aussi de la cécité, d'un certain nombre de personnes qui auraient pu voir, n'ont pas vu ou ne veulent pas voir, enfin, de la difficulté qui est liée au silence, tout simplement, qui entoure ces violences, du mal-être, bien entendu, qu'elle a eu et qu'elle a toujours encore et qu'il faut surmonter. Et elle le fait dans un geste qui est un acte militant, qu'il faut impérativement saluer. Et je voudrais la citer pour terminer parce qu'elle s'adresse aux victimes et c'est tout à fait poignant. Elle dit « Je veux leur dire qu'elles ont raison de se sentir mal, de penser que ce n'est pas normal de subir cela, mais qu'elles ne sont pas toutes seules et qu'on peut survivre. On n'est pas condamné à une double peine de victime. Je n'ai pas envie de prendre des Xanax. Je vais bien, je veux relever la tête. Je ne suis pas courageuse, dit-elle, je suis déterminée. Parler est une façon de dire que l'on survit. » Et évidemment, quand je lis ce témoignage, je pense au manifeste des 313 que nous avions lancé avant même la vague MeToo, 313 femmes qui disaient à visage découvert avoir été victimes de viol. Et je voudrais dire mon plaisir, et ce n'est pas simplement un plaisir personnel, c'est une satisfaction politique, de voir que la vague de paroles qui se libère et qui est aussi permise par des personnes qui ont pignon sur rue, c'est-à-dire qui ont une visibilité publique parce que ça donne du courage, ça donne aussi une idée de la sororité, ça donne de la force au combat, qui est un combat dans le débat public que nous avons à mener pour que cette parole se libère et aussi pour que les pouvoirs publics prennent la mesure des choses. Je voudrais dire aussi par rapport aux mots qu'emploie Adèle Haenel que bien sûr il faut survivre et c'est ce que tentent de faire beaucoup de femmes quand elles viennent d'être victimes de violences sexuelles, de violences conjugales aussi. Ça peut durer très très longtemps, mais il est important que nous envoyions collectivement aussi le message qu'il est possible de vivre et pas simplement de survivre quand on a vécu un viol, des agressions sexuelles. Et ça, c'est pour moi très important de le souligner et d'interpeller les pouvoirs publics qui aujourd'hui ne répondent pas à la vague, ne sont pas du tout à niveau de ce qui se passe dans la société, qui est vraiment une façon d'avoir déverrouillé ces questions qui étaient complètement enfermées dans le silence et le tabou. Mais maintenant, il y a besoin d'accompagner par de l'argent public pour que la justice fasse son travail, pour qu'à l'école on en parle, pour que les policiers prennent les plaintes dans des formes qui soient des formes correctes, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, mais aussi pour que les associations puissent se déployer et accompagner les femmes. Beaucoup de boulot qui n'est pas fait aujourd'hui et c'est pourquoi j'appelle là aussi à une manifestation le samedi 23 novembre à l'appel d'une association qui s'appelle Nous Toutes et qui fait un formidable travail aussi d'interpellation des pouvoirs publics pour qu'on ait des solutions au plus haut, c'est-à-dire que le sommet de l'État ne fasse pas simplement du féminisme de communication, mais prenne des mesures fortes sur ce sujet. Et on voit bien que tout se tient, parce que je commençais sur l'égalité en termes de salaire et je termine sur les violences faites aux femmes, mais au fond, c'est la même question, parce que c'est l'histoire des femmes en marche. Il nous faut impérativement que dans tous les domaines de la vie, on arrive à faire le lien et que ce sexisme soit battu en brèche une fois pour toutes.